Le crash de l'Ilyushin 20 avait pour but de déclencher une guerre globale. Je vais vous lire un excellent article que j'ai trouvé sur le blog de Rorschach, donc qui anime les chroniques de Rorschach. Le 17 septembre 2018, un avion de reconnaissance russe, Ilyushin 20, a été abattu par la DCA syrienne. Israël a aussitôt été mis en cause, car 4 de ses avions de chasse étaient cachés derrière lui et ont fait en sorte qu'il devienne une cible pour les missiles syriens. Cet incident a coûté la vie à 15 soldats de grande valeur et bien entendu il a suscité la colère de l'état-major russe qui ne s'attendait pas à une telle fourberie de la part de leur allié israélien. Poutine a choisi de calmer le jeu et de privilégier la thèse de l'accident, mais un tel acte ne pouvant rester sans réponse, il a aussitôt ordonné le déploiement des fameux missiles S-300 et aujourd'hui le territoire syrien est pour ainsi dire sanctuarisé. Celui qui s'attaque par les airs s'expose à un grand risque d'anéantissement. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a confirmé le déploiement des S-300 en Syrie et son intégration à d'autres systèmes russes en ces termes, je cite. La Russie bloquera la navigation par satellite, les radars et les systèmes de communication des avions de combat qui attaquent des cibles situées sur le territoire syrien en mer Méditerranée et bordant la Syrie. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ces mesures refroidirait les têtes brûlées et permettrait d'éviter des actions inconsidérées. Sinon, nous réagirons conformément à la situation actuelle. Il continue, les troupes syriennes et les unités de défense antiaérienne seront équipées de systèmes de contrôle automatique fournis aux forces armées russes, garantissant ainsi la gestion centralisée des forces syriennes, forces et installations de défense aérienne, surveillance de la situation dans l'espace aérien et désignation rapide de la cible. Elle servira surtout à identifier l'avion russe par les forces de défense aérienne syriennes. Fin de citation. Et évidemment, les avions de chasse israéliens ne sont plus autorisés à survoler la Syrie. Cette restriction concerne également une partie du Liban. En faisant abattre l'Ilyushin 20, les Israéliens se sont donc tirés une balle dans le pied. Il s'agit à première vue d'une opération contre-productive. Non seulement la mort de l'équipage ne leur a rien fait gagner, mais en plus ils se sont attirés l'inimité des Russes qui sur le terrain pourraient à la moindre occasion chercher à se venger. Concrètement, cette opération est un échec aussi bien sur le plan tactique que diplomatique, et donc tous les analystes se perdent en conjectures et se posent la question de la santé mentale de ces Israéliens qui n'hésitent pas à planter une dague, c'est-à-dire un poignard, dans le dos de leurs alliés. Le cas du Liberty, ce patrouilleur américain que les avions de chasse israéliens cherchèrent en vain à couler en 1967, est revenu dans toutes les mémoires. Alors pour tous ceux qui ne sont pas contemporains de ces événements, j'ai fait mes petites recherches, je ne suis pas contemporaine de ceci, et j'ai appris qu'effectivement les Israéliens avaient tout fait pour que les États-Unis pensent que c'était les Égyptiens qui avaient coulé leur bateau pour commencer une guerre entre les États-Unis sur l'Égypte. Sur le net, certains commentaires ont accrédité la tête du pitbull incontrôlable tel que celui de cet ex-soldat israélien, je cite. « Le petit pays rikiki vous ridiculise tous les jours depuis 70 ans, ridiculise les Iraniens depuis 1 an et les Russes depuis 3 jours. Alors, toujours rikiki ? Point d'interrogation. » Fin de la citation du tweet. Mais quelques semaines après le drame, on commence à entrevoir une lueur de vérité. D'autres éléments sont apparus qui montrent la volonté délibérée d'instrumentaliser le conflit syrien afin d'entraîner les grandes puissances vers un conflit dévastateur. Comme disent tous les faux prophètes, en tirant les superpuissances par la tignasse de leurs cheveux, on va créer une super guerre mondiale. Tout d'abord, il faut retenir que la frappe a été réalisée à la proximité de la frégate française Auvergne qui tirait des missiles vers le territoire syrien et qu'un avion de chasse britannique opérait également dans les parages. Donc ça aurait été calculé tout ceci. Et dans un premier temps, la responsabilité de la France a d'ailleurs été mise en cause par le commandement russe.
Et pour couronner le tout, selon une rumeur qui circule, les F-16 israéliens auraient également pris pour cible la frégate française avec toutes les conséquences que cela implique en termes de riposte vers eux, mais également en direction de l'avion russe. D'après les maigres informations en notre possession, la configuration de l'opération du 17 septembre suggère donc déjà l'idée d'impliquer d'autres pays dans un affrontement direct avec la Russie. Avec cette opération sous faux drapeau, un false flag, raté, nous quittons le cadre d'une guerre régionale pour entrer dans celui d'une escalade des tensions pouvant dégénérer à tout moment en guerre ouverte internationale. La suite des événements confirme cette première impression, car maintenant que les S-300 sont opérationnels en Syrie, les Israéliens ont annoncé leur volonté de poursuivre leur offensive, soi-disant destinée à empêcher la présence de troupes iraniennes en Syrie. Il faut être bien naïf, nous écrit l'auteur, pour croire que leurs 180 missions en territoire syrien avaient ce seul but. Même avec les S-300, Israël poursuit donc sa tactique du chien fou et annonce que face à eux, il engagera les fameux avions furtifs F-35. Le programme des F-35 a déjà coûté la somme faramineuse de 400 milliards de dollars US sur un total de 1500 milliards de dollars. C'est l'avion le plus cher de l'histoire de l'humanité et il est très critiqué, ses performances étant en dessous de ce qui était escompté, de ce qui était annoncé. L'armée américaine ne l'a pas encore officiellement engagé dans ses missions de combat à haut risque, mais 2 exemplaires sont déjà crashés ou hors service. 3 si l'on compte l'exemplaire israélien qui éventuellement aurait été touché lors d'une mission en Syrie. Et c'est là que le bas blesse, car exposer ainsi les F-35 aux S-300, cela pourrait signifier le pire cauchemar du complexe militaro-industriel américain. Confrontés aux S-300 russes, les F-35 israéliens prennent le risque d'être abattus, ce qui conduirait à la découverte de vulnérabilités et à la prise de conscience de la relative infériorité des armes américaines. Le complexe militaro-industriel, qui est le socle de l'économie américaine, subirait alors des dommages irréparables. Déjà, la Turquie et l'Inde se sont positionnés en vue d'acquérir les S-400 russes au grand désarroi du département d'État américain. D'une manière générale, tous les hauts responsables américains sont inquiets face à la possibilité que leurs alliés optent pour les systèmes russes. Si les Israéliens persistent dans leur volonté de confronter leurs F-35 aux S-300 russes, ce qui est donc en train de se jouer en Syrie, ce n'est rien de moins que l'hégémonie de l'Empire américain, un empire principalement basé sur la terreur qu'inspire son armée. Qu'un F-35 se fasse abattre par une batterie de S-300 russes, et c'en est donc fini de cette suprématie américaine. Non seulement l'oncle Sam va devoir financer à lui tout seul un programme au coût pharaonique, mais en plus il perdrait certains de ses alliés qui trouveraient plus intéressant d'acheter des systèmes russes. Dans ce bourbier qu'est devenu la guerre en Syrie, les Israéliens tiennent donc l'oncle Sam par la barbichette. Ils ont à leur disposition un moyen de pression formidable. Ils peuvent par exemple dire aux Américains, je cite, « Faites ceci ou faites cela, sinon je ne me retiens plus et j'engage mes F-35 en Syrie, et alors cela risquerait de vous coûter très cher. Vous pourriez perdre des milliards de dollars. » Confrontés à de telles exigences, plusieurs options sont donc possibles pour les Américains. Ils pourraient aller jusqu'à s'engager aux côtés des Israéliens et protéger leurs avions coûte que coûte. Ils pourraient eux-mêmes lancer l'offensive à la place des Israéliens en prenant le risque d'ouvrir le feu sur des troupes iraniennes et russes. Mais dans tous les cas, on aboutit à une nouvelle fois à un risque d'escalade entre les superpuissances présentées sur ce champ de tir qui est devenu la Syrie.